On est toujours la deuxième partie donc, de ce débat consacré au premier tour de la primaire à gauche avec ces unes de la presse, vous l'avez probablement vu ce matin, Libération de gauche. Le journal Le Monde sorti cet après-midi avec ce titre. Hamon, Valls, fracture ouverte au Parti socialiste. Bonsoir à nouveau à tous les quatre. Marie-Ève Malouine, cette question qui est posée sur les termes qu'on utilisait tout à l'heure. Votre voisin Pascal Cherki parlait de cette notion de rassemblement. On veut apparaître rassemblé pour l'instant. C'est plutôt mal parti quand on entend la tournure que l'entre-deux tours est en train de prendre. Ces titres de la presse, la fracture ouverte au PS et cette question de l'implosion qui est clairement posée aujourd'hui. Alors, elle est posée un peu plus que les autres fois, mais je crois que c'est lié à la procédure de la primaire qui divise les partis et durablement. Ça a été le cas en 2007. Ségolène Royal a été désignée. Elle n'a pas pu opérer le rassemblement derrière elle. Elle a perdu. 2012, François Hollande a gagné, mais il n'a pas pu rassembler durablement puisqu'on l'a vu, les premiers à le juger illégitime venaient de son parti. On l'a vu à l'Assemblée nationale. Sa politique était critiquée violemment en interne. Et puis là, on voit que les mots qui risquent d'être échangés entre Benoît Hamon et Manuel Valls, leurs équipes, vont laisser des traces durablement, puisqu'on en est même à la conception de deux gauches. En gros, une qui veut exercer le pouvoir et l'autre qui préfère faire rêver, créer l'espoir dans l'électorat de gauche. La machine de la primaire, effectivement, elle peut s'avérer extrêmement efficace dans certains cas. Elle peut s'avérer aussi contre-productive, ça pourrait être le cas demain, dimanche prochain, à l'issue de cet entre-deux tours. Je ne crois pas du tout que la primaire soit efficace. Un parti qui est obligé d'organiser une primaire, c'est un parti qui ne s'est pas mis en ordre sur le plan des idées auparavant. Donc il est obligé de trancher au dernier moment dans le cadre d'une primaire. Un parti qui se gère bien, a ses différents courants, il les connaît, il a un leader. Un parti qui fait une primaire, c'est que son leader n'est pas reconnu. Et c'est là qu'on arrive, aussi bien à droite aussi, c'est pour ça qu'on a eu Fillon. Je partage ce qui vient d'être dit, sauf sur la question du calendrier. La droite a eu tout le temps d'installer sa primaire. Alain Juppé est parti en août 2014. François Fillon dans ce calendrier-là. Cette primaire, le calendrier de cette primaire était un calendrier taillé pour un candidat, François Hollande, qui aurait fait, ne faisons pas de politique fiction, une sorte de blitz campagne, l'emportant ou pas, personne ne pourra le dire aujourd'hui. Mais les différents candidats, de Benoît Hamon à Manuel Valls et surtout à Hamon ont eu des vraies difficultés à prendre en compte ce calendrier entre fête de Nouvel An où tout s'est arrêté et une campagne qui a duré à peine 3 semaines. La primaire n'a pas été demandée par François Hollande. François Hollande était le candidat sortant. Oui, elle était dans les ça veut dire s'il est obligé d'en passer par une primaire, c'est qu'il n'est pas reconnu comme légitime pour présenter son camp. Ça n'empêche Donc pas. Ça traduit bien une faiblesse interne. D'abord, la faiblesse c'était d'abord la faiblesse de François Hollande dans son propre camp, du fait de la séquence d'échéance et surtout loi travail. Oui. Moi, je veux rendre hommage au Parti socialiste. Enfin, je veux dire, organiser une primaire dans ces conditions, comme d'ailleurs les Républicains s'étant inspirant de nous et inspiré de nous, est un exercice démocratique qui doit être salué. Bon. Qui est d'ailleurs repris maintenant. Et d'ailleurs, le Parti socialiste avait mis une condition avec ses alliés d'organisation de la primaire, c'était que celles et ceux qui y participent respectent le résultat. Et on l'a tous dit. C'est pour ça que moi, bien évidemment, on va avoir un débat du second tour. Alors ça, c'est une question que je vais vous poser. C'est une question que je vais vous poser dans quelques instants. On les a entendus, les 7 candidats. La question leur a été posée pendant les débats. Est-ce qu'à l'issue de cette primaire, vous suivrez, vous vous rangerez derrière le vainqueur de la primaire? Oui. Si Manuel Valls, dimanche prochain, l'emporte, Benoît Hamon se rangera derrière Manuel Valls. On va être très honnête. Il y a des fois, on fait des campagnes, je dirais, beaucoup d'enthousiasme. Il ne sera pas tenté d'aller discuter avec... On fait des campagnes avec beaucoup d'enthousiasme. Des fois, on les fait... Avec Jean-Luc Mélenchon. Attendez, vous me posez 2 questions. D'abord la question de Manuel Valls, la question de la rassemblement de la gauche. Non mais attendez, moi je ne suis pas quelqu'un de très intelligent, je peux répondre aux questions les unes après les autres. Bon. Première question, si Manuel Valls est désigné, est-ce que je soutiendrai? Oui. C'est le principe de la primaire. Est-ce que je ferai campagne pour lui? Oui. Est-ce que je serai très enthousiaste? Non. Mais il m'est arrivé de mener des campagnes par devoir et en responsabilité et de le faire avec énergie. Je le ferai. Et je n'ai aucun doute. Si c'est Benoît Hamon qui est désigné. On va poser la question à Elsa Timéo. Voilà. Mais vous voyez, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. On va y répondre à nouveau. Que celles et ceux, et je parle des responsables politiques, c'est ça qui m'intéresse, des dirigeants qui ont soutenu la candidature d'Emmanuel Valls, joueront le jeu du rassemblement. Voilà. Le joueront. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que celles et ceux qui s'extrairaient de cet impératif de rassemblement, alors qu'il nous faut après rassembler la gauche derrière,
serait très lourdement sanctionné par les électeurs de gauche qui ne supporteraient pas que nous abordions cette bataille qui arrive, qui est compliquée, divisée. Or, la primaire est une étape. La deuxième étape, ça va être comment nous reprenons le chemin de la discussion et du dialogue avec l'ensemble de la gauche pour essayer de construire quoi? Pas un égo, mais une plateforme commune. Pardonnez-moi, politique. ça va être si on n'est pas capable de gouverner ensemble, Pascal on ne sera pas capable d'avoir un seul et même candidat. Pascal Cherki, pardonnez-moi. On essaie de construire cela. Je suis par ici, pardonnez-moi, mais ça me paraît un peu compliqué vu la tournure que les choses sont en train de prendre, les critiques qui sont formulées. Un candidat qui critique point par point les réformes proposées par un autre, qui va même jusqu'à les démonter parfois. On voit mal comment, après dimanche, on va pouvoir se rassembler. Marie-Ève Malouine. Devant un choix démocratique, si les électeurs vont trancher, Vox Populi, Vox Dei. Marie-Ève Malouine, est-ce que vous y croyez, vous, à ce rassemblement annoncé? On fera campagne sur le programme de Manuel Valls. Fera campagne pour Manuel Valls avec peu d'enthousiasme, mais j'ai un doute sur le comportement de ses électeurs et je suis pas sûre que même avec peu d'enthousiasme, ils votent Manuel Valls. Je les vois plutôt voter ailleurs. Ce sera notre responsabilité d'essayer de les convaincre. Donc il faut le faire avec enthousiasme. Oui, mais on se parle franchement. Je veux dire, les électeurs sont pas idiots. Hein. Si à un moment donné, on leur dira la responsabilité. Quand je dis la responsabilité, c'est pas l'argument du vote utile. Bon, mais ça veut dire que dans ce cas-là, la campagne se fera sur le programme de Manuel Valls. C'est pour ça que j'appelle d'ailleurs mais je pense que tu feras aussi la même chose pour Manuel Valls. J'appelle les électeurs à amplifier, en tout cas, le score du premier tour et à donner une majorité très forte à Benoît Hamon. Si demain Benoît Hamon l'emporte, si dimanche c'est lui qui l'emporte. Les règles sont claires et elles ont été posées en tant que telles et tout le monde les a acceptées. Donc je crois qu'il faut prendre l'esprit de la primaire pour ce qu'il est, c'est-à-dire d'abord un outil de désignation, mais aussi un outil qui crée de l'unité. Quoi qu'on en dise, la légitimité qui sera demain celle de celui qui sera désigné avec 1,7 million, peut-être 2 millions d'électeurs la semaine prochaine, sera non seulement une légitimité pour l'ensemble de la famille de cette primaire citoyenne, mais bien au-delà. Et moi, je crois qu'il faut aussi positionner la légitimité de cette participation face à des désignations qui ont été faites en conclave pour Emmanuel Macron ou pour Jean-Luc Mélenchon. Et la responsabilité, elle ne sera pas devant les quelques cadres ou responsables politiques que nous sommes, elle sera devant les Français. Est-ce que demain, on pourra s'exonérer d'un tel exercice de légitimité? Une fois que cela est dit, ça n'empêche pas d'avoir un débat de clarification et un débat sain dans cet entre-deux tours, de se dire les choses, de chercher à comprendre quel est le financement du projet de Benoît Hamon. Par exemple, je finirai peut-être par avoir une réponse d'ici la fin de l'exercice de la primaire. Mais c'est ça aussi la richesse de la gauche, sa capacité à être plurielle et à savoir se rassembler pour faire ce qui est l'essentiel pour nous, battre la droite et l'extrême droite. Frédéric Dabi, vous y croyez, vous, à ce rassemblement annoncé au lendemain de la primaire? On comprend, hein, c'est dans l'intérêt du Parti Socialiste, évidemment, mais dans les faits, elle le disait Marie-Ève Malouine, les électeurs, ils vont vraiment, vraiment suivre cette voie-là? Je serais relativement partagé. D'un côté, on l'a vu pour François Hollande en 2011, pour François Fillon il y a quelques semaines, une victoire à la primaire avec un nombre conséquent d'électeurs donne un effet de légitimation et une poussée en termes d'attention de vote, et Benoît Hamon et ou Manuel Valls en bénéficieront. Maintenant, il y a la situation de la tectonique des plaques à gauche, où cette primaire socialiste, et ça a été dit tellement de fois que je passerai vite, a été pris en étau entre la gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, et le candidat Macron. Sur les enquêtes d'attention de vote actuelles, je le répète, elles ne sont pas prédictives des résultats du jour du vote, mais elles ont une certaine continuité avec les élections, qui ne sont pas des sondages, et par leur récurrence et leur force depuis maintenant 2 ans et demi, elles veulent dire quelque chose. Aucune enquête IFOP depuis 2 ans et demi a donné un candidat socialiste, Mélenchon non plus, Macron non plus, en situation de se qualifier pour le second tour. Et s'agissant des électeurs... L'Ipsos aujourd'hui confirme ce que vous êtes en train de dire, hein, peut-être voir ces chiffres, si vous me permettez. Il y a 2 cas de figure qui ont été mesurés. Si Manuel Valls remporte la primaire, Marine Le Pen arriverait en tête avec 27%, François Fillon second, 25%, Emmanuel Macron 18%, Jean-Luc Mélenchon 15%, Manuel Valls 9%. Si c'est Benoît Hamon qui l'emportait... Ils sont un score très très proche. Quasiment même cas de figure pour les 3 premiers. Jean-Luc Mélenchon 13%, Benoît Hamon 8%. Parfois, je trouve qu'on critique de manière pertinente les sondages. On va peut-être arrêter la course des petits chevaux. Ce qui compte, c'est que fait l'électorat socialiste de 2012. Ce qu'on en a vu dans des enquêtes de l'IFOP, on verra si l'effet primaire va, je dirais, atténuer cela. C'est que dans une hypothèse où Benoît Hamon l'emporte, une partie très importante de l'électorat Hollande 2012 va plutôt directement au premier tour
sur Emmanuel Macron. Peut-être que les choses peuvent changer au cours de la campagne. Oui, il y a des dynamiques de campagne. Manuel Valls garde un peu plus l'électorat. Hollande, ça se comprend en fait, compte tenu de la continuité au sommet de l'État. Moi, là-dessus, j'invite tout le monde à être très prudent. Je m'explique. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais je vais vous dire pourquoi, monsieur Dabi. C'est que ce qui s'est passé dans la primaire de la citoyenne sur un échantillon de 1,5 million de votants, vous accepterez avec moi qu'il est quand même un peu plus représentatif qu'un échantillon de 1000 personnes. Bon. C'est pas la même chose. D'accord, mais 1,5 million de votants, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est beaucoup. La démonstration est en train d'être faite. J'espère qu'elle sera confirmée dimanche. Et je ne me prononce pas sur le bien fondé des programmes. Je les défends, j'écoute et j'entends les critiques, il faut débattre. Que quand vous avez une démarche de conviction, vous pouvez convaincre et agréger. Or, je pense que la question qui va être posée à la gauche après notre primaire, c'est quoi ? C'est finalement comment on fait converger ces dynamiques. Voilà, je m'explique. Vous avez aujourd'hui une mobilisation derrière Emmanuel Macron, un sentiment d'intérêt, de sympathie, qui représente une forme de nouveauté et qui veut dire quelque chose aussi sur la volonté de tourner une page, même si on peut la juger contradictoire. Et moi, je ne méprise pas le monde qui va dans les meetings d'Emmanuel Macron. Vous avez aussi une dynamique partielle derrière Jean-Luc Mélenchon, qui fait une campagne aussi de conviction. Et je ne méprise pas non plus le monde qui va là-bas. Et le fait qu'il y ait 1,5 million de personnes qui viennent voter dans notre primaire, et si on a encore plus là-dessus, veut dire aussi quelque chose de significatif. Donc la question, c'est comment on fait converger ça. On sait qu'il y a des difficultés, mais on sait qu'on n'a pas d'autres alternatives que d'essayer de le faire. Moi, c'est la grande leçon que je retiens de ce que nous a toujours légué François Mitterrand. Hors de l'unité, point de salut pour la gauche. Donc ça veut dire quoi ? Et ce sera mon dernier mot. Ça veut dire que celui qui sera désigné aura une responsabilité. Voilà. Puisque nous avons bien vu que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ne voulaient pas que la primaire soit réussie. Bon, c'est qu'on arrive à tous travailler ensemble. En partant d'une question. Tout le monde a sa place à la table de la discussion de la gauche. Tout le monde, de Macron à Mélenchon, a une condition, qu'ils se reconnaissent de gauche. La manière dont il se reconnaît de gauche, après, est en débat. Personne n'a la vérité. Mais c'est ça, il faut que tout le monde sorte de l'ambiguïté. Encore faut-il qu'il y ait cette conviction. On discute et on essaie de trouver un chemin commun parce que personne à gauche ne pourra gagner l'élection présidentielle s'il ne fait pas la démonstration auprès de la population française qu'il est capable d'avoir une majorité parlementaire soudée pour gouverner. C'est la grande leçon du quinquennat. C'est parce qu'il faut un contrat commun politique de gouvernement pour donner confiance aux gens. Quand c'est la gauche, parce que les réflexes de la droite sont plus autoritaires, plus caporalisantes, quand c'est la gauche, de pouvoir avoir une expérience durable de gouvernement. Et personne, pas plus qu'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, on est d'accord là-dessus. Ne pourra s'extraire de cet impératif. Pascal, il n'y a pas de problème, on est d'accord là-dessus, Marie-Ève Malouine. Sauf que la difficulté va être de trouver une majorité au Parlement. Et c'est bien là-dessus qu'a buté François Hollande, parce qu'il avait beau avoir fait un contrat de gouvernement avec les Verts, ils sont partis, ils ont quitté le gouvernement. Donc la majorité, elle se fait au Parlement, à l'Assemblée nationale, où il faut une majorité. Et ça, c'est difficile à faire dans les quelques mois qui séparent la primaire des élections législatives, parce que les investitures ont déjà été données ou sur le point de l'être. Et là, la majorité, le rassemblement, il ne peut pas se reconstruire en quelques mois. Donc la primaire est l'échec des partis qui n'ont pas réussi à s'entendre en leur sein et vis-à-vis de leurs alliés auparavant. Et surtout, il y a un vrai sujet de méthode, parce que moi j'ai entendu Benoît Hamon dire que d'ailleurs il se tournerait d'abord vers Jean-Luc Mélenchon. On voit bien que ces appels aujourd'hui sont non seulement laissés rester lettre morte, mais qu'il y a une volonté manifeste de Jean-Luc Mélenchon et du parti de gauche de faire échouer la primaire. Il a appelé à son boycott. Hier soir, les propos de son camp étaient absolument incroyables sur l'organisation de la primaire. Je ne vois pas comment la position qui est celle de Benoît Hamon aujourd'hui, de dire je vais aller parler tant à Emmanuel Macron qu'à Jean-Luc Mélenchon, serait possible. Jean-Luc Mélenchon, au soir même de l'élection présidentielle de 2012... Si Emmanuel gagne, tu fais quoi, Elsa ? Tu parles avec qui ? Nous, on a dit très clairement que notre gauche, elle allait de Arnaud Montebourg à Emmanuel Macron s'il se reconnaissait de gauche. Mais nous l'avons dit non seulement parce que nous savons... que ça va de Mélenchon nous l'avons dit, tu peux pas exclure nous avons dit non seulement qu'il n'était pas possible aujourd'hui de croire que demain nous aurions un pacte de gouvernement que tu appelles de tes voeux, alors que Jean-Luc Mélenchon, après avoir fait appel à voter pour François Hollande, s'est insurgé sur sa légitimité le lendemain même, a refusé de participer à une quelconque majorité. Donc on ne pourra pas. Donc ceux qui veulent voter Mélenchon comme Macron, il faudra parler aux électeurs. Ils ont un cerveau comme ceux qui ont voté pour nous. C'est là où je te repose la question. C'est là où je te repose la question de la stratégie. Comment vous faites ? Qu'est-ce que vous donnez quand vous dites à Yannick Jadot, on va discuter avec vous et on va avoir un pacte de gouvernement ? Qu'est-ce que vous donnez à Jean-Luc Mélenchon ? Moi, c'est ça ma question. Nous sommes clairs depuis le début en disant, en effet, que nous n'aurons pas d'accord d'appareil à appareil.
Nous l'avons dit dès le début. Mais quelle est, vous, demain, votre capacité à poser une stratégie de discussion avec Jean-Luc Mélenchon et comment vous faites? On n'a pas de réponse. Lors du dernier débat, d'ailleurs, Benoît Hamon n'a pas répondu sur cette question. Tu ne me prends pas pour un enfant de cœur, Elsa, quand même, j'espère. Je te respecte. Moi, tu es une dirigeante politique, moi aussi. Pas pour un enfant de tu cœur. sais les désaccords. Tu sais que la base d'un accord, c'est de savoir si oui ou non tu veux, à un moment donné, te mettre d'accord sur un contenu programmatique. Et tu penses pour être d'accord avec le contenu programmatique? Mais moi, je veux mener cette discussion au grand jour. Il est contre le revenu universel. Tu reviens sur le revenu universel pour discuter avec Jean-Luc Mélenchon. C'est exactement. On va discuter des postures. C'est le cœur et du fond. Ah mais non, on parle pas de posture. Tu viens de me dire on parle de programme. Est-ce que demain tu es prêt à renoncer au revenu universel pour pouvoir discuter avec Jean-Luc Mélenchon? Au revenu universel. Parce que c'est un point mis dans le débat par Jean-Luc Mélenchon, disant je ne discuterai pas avec Benoît Hamon avec le revenu universel. Pourquoi je renoncerais au revenu universel? Frédéric Dabi, est-ce qu'on risque d'être surpris? Est-ce que tu renoncerais à ta cohérence sur la laïcité parce qu'Emmanuel Macron n'a pas la même conception de la laïcité que toi? Frédéric Dabi, est-ce qu'on risque d'être... On va quand même continuer tous les deux, c'est pas grave. On n'a pas la même conception. Pardonnez-moi, est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut s'entendre? J'ai plus de voix, je le sais, quand même. Je vais essayer de m'imposer. Frédéric Dabi, est-ce qu'on peut être surpris justement au lendemain du second tour? Ta cohérence sur la laïcité parce que Macron n'est pas d'accord. Excusez-moi, un débat, ça commence par le respect, si on pouvait s'écouter les uns les autres. Si vous pouvez poser ma question, mais pas de caricature. Est-ce qu'on peut être surpris, est-ce qu'on risque d'être surpris au lendemain de ce second tour, de voir justement des positions changer là et là? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Est-ce que tu es prêt à accepter ci ou ça? Moi, j'ai du mal à comprendre ce qui vient d'être dit, dans le sens où nous sommes sur une élection présidentielle. Je n'imagine pas une seconde un accord qui ferait une fusion de candidats, un désistement du candidat socialiste, petite musique lancée depuis quelques heures par le camp de Jean-Luc Mélenchon, ce qui se comprend très bien, puisqu'il y a peut-être plus de porosité entre un électorat Hamon-Mélenchon et de l'autre côté Valls-Macron. Ça se voit de manière très nette dans les enquêtes. Je trouve, comme le disait Marie-Ève, que sur la partie législative, du fait de cette élection législative qui maintenant n'a plus d'autonomie depuis quand même quasiment 20 ans, depuis l'inversion du calendrier électoral, il me paraît également tard. Je pense que les sondages joueront un rôle. La qualité des trois candidats de gauche, celui qui est sorti vainqueur de la primaire, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, comme celui le plus capable de se confronter, d'affronter Marine Le Pen et François Fillon. S'il y a des points de divergence pour le moment, à gauche, on les a vus. S'il y a un point, c'est le traumatisme du 21 avril. Et là, on n'est pas du tout sur une logique de surprise. On est sur un 21 avril annoncé depuis des mois et des mois et que l'on a vu dans 500 cantons aux élections départementales et de 2 grandes régions aux élections régionales. Ce sont des éléments qui vont compter au moment de la campagne. Et pour le moment, en tout cas en l'état, d'après les projections qui sont faites, c'est à peu près kiff-kiff. Valls ou Hamon, vous avez vu les résultats tout à l'heure. Personne n'arrive à se qualifier. Oui, aucun des deux n'arrive à se qualifier. Le potentiel électoral est un peu meilleur, 10% d'un côté, 6% de l'autre pour Manuel Valls, mais ça ne change rien à l'affaire, si je puis dire. Moi, ça me fait marrer parce que c'est exactement le genre d'argument qu'on nous a envoyé au début de la primaire. Marie-Ève, on a dit, c'est à la fin que les votes se cristallisent. Oui, c'est vrai aussi. Pour dire sur les sondages, le principe même des sondages, ils donnent des photos à des instants donnés, ce ne sont pas des prédictions. Et les gens l'ont parfaitement compris. Et ils regardent les sondages pour savoir aussi ce qu'ils peuvent voter. S'il y a des sondages qui disent qu'un candidat de gauche est en mesure d'arriver au second tour, ça peut créer une mobilisation. Si dans les sondages, le candidat de gauche n'a aucune chance, à ce moment-là, les voix vont s'éparpiller sur d'autres candidats. Donc les sondages traduisent des dynamiques qui sont lus par les électeurs et qu'eux-mêmes utilisent pour choisir. En 2002, s'il y avait eu des sondages disant que Jean-Marie Le Pen pouvait être présent au second tour, je ne pense pas qu'il y aurait eu cet émiettement des voix de gauche. Oui, sauf que moi je pense que l'électorat de gauche se posera comme toujours 2 questions. Comment j'évite la victoire de la droite et de l'extrême droite? Ça, c'est une évidence. Il a raison de se la poser. Et deuxième élément, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une candidature de gauche pour faire quoi? C'est toujours les 2 questions qui se poseront. Et on ne peut pas privilégier l'une par rapport à l'autre. Il faut faire les 2. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le contenu et le rassemblement, l'un favorisant l'autre. J'aimerais vous entendre sur Emmanuel Macron. On a vu des sourires quand même se dessiner dans son camp hier à l'annonce de ce résultat. Beaucoup s'accordent à dire que Hamon, vainqueur de la primaire de la gauche, c'est un boulevard pour Emmanuel Macron. C'est ce qu'on ressent dans la mesure où les électeurs de Manuel Valls, les électeurs
qui auparavant étaient majoritaires au Parti socialiste et qui allaient plutôt sur une tendance social-démocrate, peuvent être intéressés par Emmanuel Macron, qui vient du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et sous la présidence de François Hollande. Donc cette gauche-là peut se reconnaître dans Emmanuel Macron. Et en plus, on la voit, il y a des députés socialistes qui sont avec lui. On en voit qui nous disent qu'ils vont réfléchir à le rejoindre. Et c'est quelque chose qui se dit et qui se confie pour l'instant et qui peut apparaître, en tout cas au niveau des responsables plus tard. Et de la part des électeurs, on le voit bien, il y a des gens qui, dans les enquêtes aussi, n'ont pas voté. Nous, on a fait une enquête Harris Interactive. Il y a 15% des personnes interrogées qui n'ont pas participé à la primaire de gauche parce qu'ils estiment qu'ils vont voter d'ores et déjà pour Emmanuel Macron. Donc il y a une vraie dynamique Macron. Oui, la grosse surprise, effectivement, de l'après-primaire. Merci. Vous restez avec moi tous les quatre. On passe tout de suite à un œil sur les médias. On va évidemment continuer à parler de ce premier tour. Et un œil sur les médias, vous êtes évidemment invité à réagir à ces captures d'écran qu'on va voir dans quelques instants avec vous. Anthony Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir. Et cette primaire, ce premier tour qui fait évidemment beaucoup débat, beaucoup parler également sur la toile, sur les réseaux sociaux. Oui, un duel souvent perçu comme un choc entre deux gauches irréconciliables. C'est d'ailleurs ce qui faisait la une de nombreux quotidiens ce matin. Vous évoquiez Le Monde tout à l'heure dans l'après-midi, fracture ouverte au Parti Socialiste. Libé titrait deux gauches. Le Parisien titrait, lui, un PS coupé en deux. Le Figaro, choc des de gauche. Il veut dire que la présence de Benoît Hamon a souvent été perçue comme une surprise, voire par le dessinateur français Alex comme une double claque pour Manuel Valls, avec bien sûr l'épisode de la gifle de la semaine dernière pour Manuel Valls, où on voit ce dessin aller-retour. Voilà. Autre dessin, cette fois-ci de Nicolas, qui insiste, lui, sur la pugnacité de l'ancien Premier ministre. J'ai été Premier ministre après avoir fait 5%, rappelant son score à la primaire de 2011. Je dois être président avec 31%, à moins que ce ne soit pas tout à fait 31%, puisque ce qui a beaucoup retenu l'attention, c'est justement ce couac, ce cafouillage autour de la participation d'une part et des scores des candidats. Un chiffre, il faut dire, qui a été donné d'abord hier soir vers 23h, 1 300 000 votants, caractère non définitif du fait du caractère non définitif des résultats, assez logique, avant de disparaître dans la nuit, puis de réapparaître ce matin, mais avec 300 000 votants de plus. Et surtout des scores des candidats qui ont augmenté en voix, mais pas en pourcentage. Une coïncidence qui a été plus ou moins troublante et repérée notamment par nos confrères de Libé. Et Christophe Borgel, le président du comité d'organisation de la primaire, s'est défendu dans Libé justement cet après-midi. Alors il évoque plusieurs choses. Un bug tout d'abord, de la pression de la part des médias, mais reconnaît aussi la manipulation. Je voudrais peut-être vous entendre tous les deux sur cette question, sur ce cafouillage et cette erreur admise aujourd'hui, 24 heures après l'annonce de ces résultats. Non, je pense qu'il faut qu'on ait des explications. Je crois que les électeurs, les 1,7 million d'électeurs de gauche qui se sont déplacés méritent d'avoir des éclaircissements sur tout ça. Écoutez, moi, je suis ni membre du Comité national d'organisation des primaires, ni membre de la haute autorité. Donc, moi, qu'est-ce que je regarde? C'est qu'aucun des candidats n'a contesté les résultats. Donc après, il y a peut-être eu des erreurs techniques et autres, et Elsa a raison de dire qu'il faut qu'on nous donne des explications, parce qu'il faut que le second tour ne répète pas ce genre d'erreurs. Ce n'est pas possible d'avoir ce genre Mais ce qui compte, c'est quand même qu'il y ait près d'1,5 million de personnes, plus d'1,5 million de personnes qui se sont déplacées. Bon. Et moi, c'est pour ça que je dis, soyons prudents, parce que après, il y a un élément, moi, je n'étais pas dedans, mais par exemple, quand la haute autorité a annoncé les résultats, en tout cas le nombre d'électeurs, je veux dire, on n'avait pas fait remonter le chiffre d'un certain nombre de grandes villes. Moi, par exemple, attendez, laissez-moi terminer. À Paris, on a plus voté. Moi, dans mon arrondissement, il y a eu plus de participation qu'à la primaire de 2011. J'ai eu 11% de participation. Il y a eu plus d'électeurs. Je ne parle pas des voix, les candidats n'étaient pas les mêmes. Plus d'électeurs. Bon, donc, qu'on donne des indications. D'ailleurs, c'est ce que la droite avait fait dans sa primaire. Elle avait donné des indications, mais elle n'avait pas annoncé comme ça, de manière aussi rapide, des résultats. On les a annoncés très tôt. Donc voilà, moi, c'est peut-être ça. Alors après, je ne suis pas dans l'organisation. Les raisons, Pascal, importent peu. La question, c'est l'image. Oui, je suis d'accord. Et sur l'image qui est renvoyée, moi, je trouve que nous devons avoir des explications. Et surtout, si on veut que nous n'ayons pas un doute
doute de la part des électeurs et une démobilisation suite à ces événements, qu'on ait des explications le plus rapidement possible. Anthony, peut-être pour finir. Voilà, pour finir, donc certains sont tenus à s'en amuser sur les réseaux sociaux et décernent la médaille Fields de la mathématique électorale à Christophe Borgel, spécialiste de la règle de 3 et du tableur Excel. Il y en a ceux qui s'en amusent pas forcément. Alors, il y a ceux tout de même qui reprennent la fameuse phrase de Martine Aubry lors de la primaire de 2011 après des déclarations de François Hollande: quand c'est flou, il y a un loup. C'était aussi le cas de cet autre internaute. Certains, enfin, estiment que cette situation jette avant tout du discrédit sur l'ensemble du scrutin. Un mensonge pour sauver l'honneur, c'est lamentable. Une gauche loin d'être exemplaire pour cet autre internaute. Et enfin, cet élu qui est également militant du Parti socialiste, qui en appelle même au départ de Christophe Borgel et de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du parti. Benjamin est un ami et je ne partage pas du tout ce point de vue. Voilà, je pense qu'il faut que tout le monde garde la tête froide. Elsa a raison, s'il y a eu des bugs, il faut qu'on en comprenne les raisons. Mais le plus important, c'est la dynamique. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Anthony. C'est la fin de ce débat. Vous restez évidemment avec nous. L'info, elle continue. Elle revient dans quelques instants dans la suite de Paris Direct. À tout de suite.